Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau. On discute de différents sujets ayant attrait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Je suis toujours en compagnie de mon co-animateur Carl Boivin. Salut Carl, comment ça va? Salut Félix, ça va bien et toi? Ça va bien, ça va bien. J'aimerais ça que mes érables coulent un peu plus, mais bon, on fait avec la nature. Je te le souhaite. Merci Carl. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est dans les patates. Puis par là, je veux pas dire qu'on sait pas de quoi on parle, là, mais plutôt qu'on va déterrer un rapport d'un projet qui s'est déroulé en 2019 et 2020. Puis ce projet-là concernait les patates. J'ai envie de dire aussi que pour l'épisode de cette semaine, on reste en famille. Il n'y a pas d'invités en dehors de l'équipe. Je pense aussi que ça serait un bon moment pour ramener les 3 mots forts du podcast auxquels on avait fait allusion là, lors du premier épisode. Premièrement, rejoindre. Ça, si je me fie aux statistiques, visiblement, on n'y est pas tout à fait arrivé encore. Deuxièmement, vulgariser, ça, je crois que vous avez déjà eu quelques échantillons dans les épisodes précédents, puis ça va se poursuivre dans les prochains. D'ailleurs, dès cet épisode-ci, on aura d'autres échantillons de vulgarisation. Finalement, inspirer, voilà le mot que je voulais particulièrement ramener de l'avant aujourd'hui, parce que dans les premiers épisodes, on était plus dans la description de projets, dans les présentations, que ce soit personnelles ou des projets en tant que tels. Donc aujourd'hui, on change un peu la formule. Là. Effectivement, là, on espère que en vous présentant un projet passé ainsi que ses résultats, on va réussir bien humblement là, à vous inspirer. D'ailleurs, si ce dont on parle aujourd'hui vous rejoint particulièrement, je vous invite à aller voir le rapport du projet. Je reviendrai plus tard dans l'épisode comment se rendre jusque-là. Bon, ceci étant dit, revenons à nos moutons. Le sujet du podcast d'aujourd'hui, c'est le projet Améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau dans la pomme de terre par une connaissance plus approfondie des cultivars, ou pour les intimes, comme on aime bien l'appeler, IRI8. D'ailleurs, c'est comme ça que je vais l'appeler là, pour le reste de l'épisode, là, ça fait pas mal moins long. Comme je l'ai dit, c'est un projet qui s'est déroulé en 2019 et 2020. À cette époque, là, d'ailleurs, je n'étais même pas encore un membre en règle de l'équipe de régie de l'eau, mais bon, l'IRDA, c'est une grande famille, alors j'y ai quand même participé au projet. Je vous raconterai comment un peu plus tard dans l'épisode. Qui dit projet de recherche en contexte de production commerciale dit beaucoup d'équipements, du moins c'est vrai pour notre équipe. D'ailleurs, les systèmes d'irrigation puis les sondes de mesure de toutes sortes, n'ont plus de secret pour mon collègue Antoine Lamontagne. Malgré le fait qu'il soit en train de construire sa maison là, de ses propres mains, il a trouvé un peu de temps là, pour venir nous parler aujourd'hui. Donc, un peu comme Carl et moi, on l'a fait là, lors du premier épisode, Antoine va se présenter, nous parler un peu de lui pour que vous fassiez sa connaissance. Ensuite de ça, Carl va expliquer comment ce projet-là s'inscrit dans la programmation plus générale de recherche de l'équipe. Dans le deuxième segment, Antoine, par la magie des mots, va nous transporter dans le champ de pommes de terre où le projet s'est déroulé. Puis finalement, on va aussi discuter des principaux résultats du projet et des retombées de ceux-ci. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode si vous voulez tout savoir. Bon, on va partir ça, cet épisode-là. Donc, Carl, pourquoi on fait ça, un projet dans les pommes de terre? Pourquoi un projet dans les pommes de terre, Félix? Tout d'abord, la pomme de terre, c'est une culture qui est importante au Québec. En termes de superficie, c'est dépendamment des années, là, mais en général, pas en général, mais c'est plus de 17 000 hectares là, qui sont cultivés en pommes de terre au Québec. C'est aussi, c'est quoi un hectare pour les auditeurs qui sont peut-être moins familiers avec cette mesure-là? Mais c'est 10 000 mètres carrés. Donc ça, c'est un hectare. C'est peut-être difficile à imaginer. Mais en même temps, je suis pas capable de vous comparer ça à un terrain de football. J'ai aucune idée c'est quoi la grandeur d'un terrain de football. C'est à peu près ça. Aussi, généralement, les pommes de terre sont les produits dans des sols qui sont légers. Ce qu'on entend par là, c'est des sols qui ne retiennent pas beaucoup l'eau. Donc, c'est un facteur qui va accentuer la vulnérabilité au stress hydrique. Ce qui fait que, ou ce qui pourrait expliquer qu'il y a près
la statistique est difficile à avoir, mais je dirais qu'il y a au moins un tiers, sinon plus, là, des 17 000 hectares qui sont équipés pour être irrigués. Équipés pour être irrigués, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement irrigué, mais c'est que l'équipement est là si jamais là, les critères pour déclencher l'irrigation sont réunis. Donc, puis à l'échelle d'une entreprise aussi, généralement, si on compare une entreprise de pommes de terre à une entreprise, par exemple, qui préfère des fraises, ben, les superficies en jeu sont généralement plus grandes. Donc, on parle pour une entreprise qui ferait de l'irrigation, ben, on parle aussi des volumes d'eau qui sont plus importants. Donc, des fois, l'approvisionnement peut devenir aussi là, un enjeu avec lequel l'entreprise doit composer. Il y a aussi un coût à irriguer. Il y en a un aussi pour une mauvaise gestion de l'irrigation et c'est certain qu'il y en a peut-être un aussi si on subit des pertes de rendement. Donc, c'est pour ça en fait, ça fait partie des raisons pourquoi on s'intéresse à la pomme de terre là, en termes de gestion de l'eau. Bon, ben c'est pas surprenant là, que l'équipe soit présente dans le secteur. Ben effectivement, c'est un sujet d'intérêt pour l'équipe, mais c'est aussi en lien beaucoup avec notre programme de recherche. On est très présent dans les cultures irriguées car c'est une pratique que je dirais qui est très efficace pour diminuer la vulnérabilité au stress hydrique des systèmes culturaux. Mais l'irrigation n'est pas le seul moyen non plus pour diminuer là, cette vulnérabilité-là au stress hydrique. Donc, le programme de recherche de l'équipe tourne beaucoup autour de la diminution de la vulnérabilité au stress hydrique des systèmes culturaux. Puis ça exclut pas les systèmes culturaux dans lesquels on n'irrigue pas. Donc, si on revient aux pommes de terre, ben, dans ce cas-ci, il existe plusieurs variétés de pommes de terre, puis je dirais qu'ils n'ont peut-être pas toute l'attention qui leur revienne pour le rôle qu'elles pourraient jouer dans la diminution là, de cette vulnérabilité-là. Donc, on pense que, quand on a monté ce projet-là, on avait l'idée que la sélection de la variété, en fait, le choix de la variété devrait faire partie intégrante d'une stratégie de gestion là, raisonnée de l'eau. OK. On peut pas régler, Carl, tous les problèmes avec un seul projet. Là. Fait que pourrais-tu un peu nous dire c'était quoi les objectifs de ce projet-là en particulier? Je dirais, Félix, l'objectif principal de ce projet-là, puis qui est aussi un peu l'objectif principal de plusieurs de nos projets qu'on fait aussi dans la pomme de terre, mais qu'on fait dans d'autres cultures, c'est d'améliorer l'efficacité d'utilisation de l'eau. Et ça l'inclut, oui, l'utilisation de l'eau qui provient de l'irrigation, mais aussi celle qui provient des précipitations. Puis on souhaite, avec des projets comme ça, tu parlais tantôt d'inspirer, c'est un peu ce qu'on souhaite faire, c'est de sensibiliser les producteurs au rôle que le choix de la variété peut avoir pour diminuer la vulnérabilité au stress hydrique. Mais pour y parvenir, il faut quand même améliorer les connaissances qu'on a sur le besoin en eau des variétés parce que il y a quand même des lacunes à ce niveau-là. Souvent, les producteurs vont faire le choix de la variété en fonction de la résistance à maladies, par exemple le rendement ou des trucs comme ça, le marché. Mais il reste que pour le besoin en eau, c'est quelque chose qui reste encore assez marginal. Donc, avec des projets comme ça, on espère, on souhaite améliorer le niveau de connaissance. Puis pour y parvenir, c'est certain que ça prend un projet. Tantôt, tu as fait allusion avec IRI 8. Pour ceux qui se demanderaient d'où ça sort ce projet-là, IRI comme dans irrigation, mais 8 comme dans 8 variétés ou 8 cultivars. Donc, brièvement, on a pris 8 cultivars de différents marchés. En fait, qui sont dédiés à différents marchés qu'on a mis en production sur une entreprise agricole. Donc, les essais ont été faits en conditions de production commerciale. Donc, pour comparer ces 8 variétés-là, on pouvait intervenir avec l'irrigation parce qu'on voulait qu'on ait des témoins qui soient dans une situation de confort hydrique pour être capable de voir c'est quoi le plein potentiel de ces variétés-là en s'assurant en fait qu'elles ne subissent pas de stress hydrique. Et on avait aussi autant de parcelles, si on veut, qui, elles, avaient pas... On ne peut pas intervenir avec l'irrigation. Donc, s'il y avait un stress hydrique, parce que ça, on ne sait pas d'avance, les étés ou les saisons sont différentes d'une de l'autre, s'il y avait un stress hydrique, puis avec l'équipement qu'on a, on est capable de le mesurer, puis on va en discuter un peu plus loin, avec ça, on serait capable de comparer, en fait, les deux traitements, si on veut. Je dirais que ça fait brièvement le tour là, des objectifs du projet puis comment on s'y est pris là, pour les atteindre. OK, cool. Autrement dit, Carl, on espère que ça devienne un critère de sélection là, de cultivars, c'est-à-dire la résistance au stress hydrique. Bref. Je le souhaite, puis c'est pas... le projet est intéressant, c'est un projet, mais avant d'arriver à ça, ça va prendre plus qu'un projet quand même, parce que là, on a fait des essais à un endroit durant 2 saisons avec 8 variétés, mais il y a plusieurs variétés. Ça serait intéressant
d'augmenter le bassin de variété puis d'augmenter aussi le nombre de sites pour avoir différentes conditions. Bonne nuance. Carl, un projet comme ça doit prendre du financement. Et oui, ça prend du financement, Félix. Puis pour ça, il faut être attentif aux programmes de financement qui proviennent souvent des différents ministères, oui, mais principalement dans notre cas du ministère de l'Agriculture qui est le MAPAC. Dans ce cas-ci, c'est le programme Innovation agroalimentaire. C'est pas un programme qui porte spécifiquement sur la gestion de l'eau, mais dépendamment des priorisations qui sont faites, parce qu'il y a des appels de projets qui portent plus sur la gestion de fertilisation, d'autres sur les aspects phytosanitaires. Donc, dans ce cas-ci, il y avait une ouverture pour un projet sur la gestion de l'eau. Donc, on a appliqué à ce programme-là. Et on avait aussi un financement là, qui est complémentaire, qui provient du CRPTQ, qui est le Consortium de recherche sur la pomme de terre du Québec. Donc, c'est un consortium dans lequel l'Association des producteurs de pommes de terre, les PPTQ, producteurs de pommes de terre du Québec, sont très impliqués. En fait, c'est un peu leur volet R&D dans lequel là, ils investissent pour justement améliorer le secteur de la production de la pomme de terre au Québec. Donc, on a eu ce financement-là. Et oui, il y a du financement en argent sonnant. Il y a du financement aussi comment je dirais ça, les entreprises participent. Par exemple, il y a 3 semenciers dans ce projet-là qui ont fourni les semences, qui ont fourni leur expertise, avec lesquels on a échangé avec les intervenants de ces semenciers-là, qui sont, dans ce cas-ci, Québec-Parmentier, il y avait la patate Lac-Saint-Jean et Pommes de terre Laurentienne. Et finalement, il y avait la ferme chez qui on a fait les essais, la ferme Victorin Drolet, là, qui faisait partie là, de ce montage financier-là, si on veut. OK, c'est pas mal plus clair. Merci pour ça, Carl. J'aimerais ça maintenant accueillir plus officiellement Antoine. Salut Antoine, comment ça va? Salut Félix, ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien. Antoine, Carl et moi, on s'est présentés au premier épisode. J'aimerais ça que nos auditeurs connaissent un peu chaque membre de l'équipe éventuellement. Fait que voudrais-tu te présenter à ton tour? Oui, bien sûr, je vais résumer mon appartenance à l'agriculture en bref. Là. Dans le fond, ma mère a été élevée sur une ferme laitière à Saint-Madoire, là, dans la MRC des Aides-Chemins, avec ses frères et sœurs, ses nombreux frères et sœurs. Puis, au moment de la retraite de mes grands-parents, c'est à ce moment-là que ma mère, ainsi que toute la famille, frères et sœurs, finalement, ont acheté la terre. Au moment où mon grand-père prenait sa retraite, la terre en culture à l'époque a été plantée en majorité en épinette. Fait qu'aujourd'hui, depuis des années en fait, et encore aujourd'hui, là, on travaille principalement là, sur des travaux en foresterie puis des travaux sylvicoles. On entretient la forêt là, sur les terres familiales de ce côté-là. Pour mon père, dans son cas, lui, il était élevé sur une ferme de maraîchage ici sur la rive sud de Québec, tout près des ponts. C'était une petite ferme de maraîchage et de production animale là, au fil du temps, un peu un modèle là, qu'on connaît de l'époque. Là. Puis, mon oncle et ma tante, c'est eux autres qui ont pris la relève de cette entreprise-là. Mais moi, dans le fond, au plus loin que je me souvienne, là, j'ai toujours participé aux différents travaux de récolte là, pour le foin, la pomme de terre, puis tout ça. J'ai toujours baigné dans cet environnement-là. Ce qui fait que moi, sans être directement élevé sur une ferme, j'ai toujours été là, en contact étroit avec ce milieu-là. Donc c'est ça, c'est un milieu que j'aimais puis que j'aime toujours d'ailleurs, là, avec le contact avec la nature, pour la grande diversité des tâches à accomplir. Fait que à la fin de mon secondaire, j'ai décidé de m'inscrire au cégep, là, au cégep de Lévis-Lauzon en GEEA. C'est l'abréviation pour Gestion et exploitation d'une entreprise agricole. Comme l'agriculture, dans le fond, c'est un programme qui est très diversifié. Ça nous initie à plusieurs éléments. On parle de comptabilité, politique, machinerie, réparation, mécanique, soudure, en tout cas, j'en passe. Puis j'ai été on était un peu initié au domaine de la recherche. Fait que j'ai été intrigué, j'ai aimé ça. Je trouvais ça le fun d'avoir des données, l'innovation, tout ça qui se cachait derrière ce beau domaine-là de la recherche. Donc, c'est ça. À la fin de mes études, j'ai été engagé par Carl comme étudiant d'été. J'ai vraiment aimé l'expérience, puis j'ai décidé de continuer en recherche. C'est là que j'ai été engagé pour la suite à l'IRDA comme ouvrier agricole à la ferme de Saint-Lambert-de-Lauzon, où j'ai été invité encore à travailler avec beaucoup de chercheurs là, en gestion de l'eau, en ingénierie, en fertilisation, santé des sols, puis j'en passe. J'ai acquis énormément d'expérience aussi avec la machinerie puis le travail en parcelles, en micro-parcelles. Fait qu'après quelques années, j'avais le goût de pousser un peu plus loin mon expérience en recherche, puis avoir des responsabilités un peu différentes. C'est donc là que j'ai postulé sur un poste à l'interne de technicien agricole
dans l'équipe de Mathieu Girard. À l'époque, il était chercheur en qualité de l'air. En fait, j'ai fait quelques mois, je me souviens, je pense que j'ai fait une année complète là, avec lui. Puis, malgré que c'est un domaine qui est vraiment intéressant, je trouvais que ça manquait de terre, ça manquait de plantes. L'air, je trouvais ça intéressant, mais bon, il y avait quelque chose qui manquait pour moi. Fait que c'est donc là que je suis retourné cogner à la porte de Carl, voir si c'était possible de m'intégrer à son équipe. Puis par un concours de circonstances, ben, la réponse a été positive. Puis je suis revenu dans l'eau, puis je baigne depuis maintenant 2017. Génial, génial. Je le dis à chaque épisode, là, ça va devenir un running gag, mais j'en ai encore appris sur toi malgré tout. J'en apprends sur chacun de mes collègues, chacune à chaque épisode. Malgré qu'on passe beaucoup de temps ensemble, ça a l'air qu'on a encore des choses à se dire. C'est clair. Donc, on s'est rendu au moment, chers auditeurs et auditrices, où je vous demande de nous suivre, en fait, sur les différentes plateformes là, de diffusion de podcasts, comme Apple Podcasts, Google Podcasts. On va être sur YouTube aussi, éventuellement, là, ça devrait arriver. Puis aussi sur le tout nouveau site de l'IRDA, irda.qc.ca. Donc, merci, puis voilà pour ça. Pour ce deuxième segment d'épisode, on se laisse transporter par Antoine vers des étendues de sable. Il y a aussi de l'eau, mais c'est pas un tout inclus, hein, Antoine? Pas tout inclus, mais certains éléments qui se rejoignent quand même, là. Dans le fond, c'est sûr que pour cultiver les éléments qui se rejoignent là, principalement, là, c'est que pour cultiver la pomme de terre, on se retrouve très souvent les deux pieds dans le sable. Puis en plus, selon la région où on se trouve au Québec, il y a même des chances d'avoir des petits coquillages en terre, là, si on est chanceux. Ok, c'est bon, je laisse peut-être même de l'eau salée aussi. Oui, c'est ça. C'est bon. Je vais laisser le tout inclus qui fait rêver en cette belle journée radieuse. On a parlé un peu au début, quand on arrive là, dans un champ comme ça là, pour un de nos projets, ben, on a beaucoup d'équipements à gérer. Là, fait que ça prend quoi en gros? Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que ça prend comme équipement, Antoine, pour un projet comme ça? Oui, bien sûr. Ben, pour commencer, quand on arrive pour implanter un projet de recherche, ça nous prend un producteur qui est vraiment ouvert là, à nous recevoir déjà parce qu'on vient un peu emprunter beaucoup de son temps et de ressources matérielles là, pour effectuer nos travaux. Donc, la première étape, c'est d'avoir des plantons. On n'achète d'ailleurs pas les plantons à l'épicerie parce qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, acheter des plantons à l'épicerie pour faire nos propres plants de pommes de terre. Là. C'est pour des raisons sanitaires, c'est loin d'être recommandé. Puis, il y a des entreprises qui se spécialisent là-dedans d'ailleurs. Là. Puis, pour ce projet-là, nous, on avait des fournisseurs là, comme la patate Lac-Saint-Jean, pommes de terre Laurentienne et Québec Parmentier, excusez. Donc, pour la suite, on a besoin d'installer un système d'irrigation. On travaille en gestion de l'eau, donc il faut installer un système d'irrigation, ce qui implique de dérouler des tuyaux, installer une pompe, des gicleurs, dans un contexte de micro-parcelles, donc vraiment des petites superficies avec dans ce cas-ci, les différentes variétés de pommes de terre. Puis, aussi, pour suivre les conditions météorologiques, on installe une station météo. Et pour suivre la teneur en eau dans le sol, on utilise des sondes TDR. C'est une abréviation là, je vais vous épargner mon anglais, là, mais c'est une sonde qui vient comme nous mesurer avec un acquisiteur de données pour accumuler les données. Elle vient mesurer vraiment en temps réel la teneur en eau du sol, puis les prélèvements quotidiens. On est capable de faire une espèce de gymnastique avec ça pour arriver à des conclusions. OK, cool. Puis Antoine, si je nous ramène au projet plus concrètement, c'est où que ça se passait, ça, le projet IRI-8? On s'est installé dans la MRC de Portneuf, à Sainte-Catherine-à-le-Jacques-Cartier, sur la ferme Victorin de Relais. J'avais une question, Antoine. Tu parlais qu'on a installé un système d'irrigation pour des micro-parcelles, donc je comprends que c'est peut-être pas enfin, on n'aurait pas pu prendre le système du producteur. Peux-tu nous parler un peu des différents systèmes qu'on pourrait rencontrer là, sur une ferme là, qui serait utilisée plus à une échelle commerciale? Oui, bien sûr. Ben, sur les fermes à plus grande échelle, là, souvent on voit il y a des espèces de... Comment ça s'appelle? Les pivots, en fait. Là. C'est vraiment les rampes qui tournent en rond, là, si on veut. Quand on a une vue aérienne, ça fait vraiment un cercle parfait là, dans le champ. Ça, c'est le système, c'est un pivot d'irrigation. C'est un système d'irrigation à basse pression. On voit aussi des canons, des canons avec un enrouleur. Ça, c'est vraiment une grosse bobine, un peu comme au même titre qu'un treuil, si on veut, quand on remorque ou peu importe. Si on vient comme tirer sur le canon qui est au bout du tuyau, puis lui irrigue à grand débit.
Après ça, il y a dans les rampes, il y a différents types de rampes aussi. Là. Il y a des canons enrouleurs, mais il y a des rampes enrouleurs aussi, là, des rampes de type, je veux pas nommer de nom, là, de type Albatros, si on veut, là, ça ressemble, on les voit souvent là, dans les champs. Puis sinon, j'en échappe peut-être, Carl, tu peux m'aider, mais je pense que sinon, ça ressemble pas mal à ça. Non, il y a des rampes Albatros, il y a des rampes aussi, il y a la rampe Arnois qu'on croise là, régulièrement. Il y a, je reste un peu ça. Là. On voit de moins en moins là, les gicleurs là, avec les barres d'aluminium. La main-d'œuvre. C'est beaucoup de main-d'œuvre. Il y a souvent des systèmes qu'on appelle mobiles, donc justement les canons enrouleurs, il faut les déplacer d'un champ à l'autre. Il y a les systèmes qu'on appelle plus fixes. Tu l'as dit, pivot, ça se déplace un pivot, mais ça se déplace moins bien un peu. Là. Fait qu'il y a quand même tous ces systèmes-là font que la gestion de l'eau est quand même assez... en fait, ça ajoute, si on veut, une couche, pas une couche de plus, mais ça ajoute un défi supplémentaire à la gestion de l'eau parce que ces différents systèmes-là vont gérer d'une façon là, différente. Là. Ouais, c'est ça. Puis on arrive finalement là, au moment où j'ai commencé à participer au projet, finalement. Soit la récolte, puis on n'était pas gâtés, c'était la récolte manuelle. Fait qu'on avait besoin de moi, surtout pour mes bras. Ouais, la plantation aussi était manuelle. Fait que, c'est ça, on avait besoin de moi pour mes bras plus que mon cerveau. Fait que merci Antoine, puis Carl aussi. Ça fait rêver tout ça. Fait que Antoine, tu dois être bien doué là, pour raconter des histoires à tes enfants. Wow. Je faudrais demander l'avis de ma... Ça sera pour un autre podcast. L'avis de ma blonde, bref. Je suis pas sûr. Bon, fait que Carl, on rentre dans le croustillant là, finalement, pas pour te mettre de pression, mais qu'est-ce que ça a donné comme résultat tout ça? C'était très... comme j'ai trouvé les résultats très intéressants, Félix. Je trouve que le principal résultat, en fait, appuie le message qu'on voulait envoyer avec ce projet-là, que le choix d'un cultivar de pommes de terre ou d'une variété va avoir un impact sur la vulnérabilité au stress hydrique du système culturel. Puis il reste que cet impact-là peut être positif, mais peut être aussi négatif. Parce que si justement les différents cultivars vont avoir une vulnérabilité qui est différente. Puis ça, c'est d'autant plus vrai dans le contexte où intervenir avec l'irrigation n'est pas une option ou pas toujours une option au moment où on le souhaiterait. Parce que des fois, il y a des problèmes d'approvisionnement où on parlait tantôt de système mobile, on peut pas revenir dans le champ suffisamment rapidement. Donc, la première chose à retenir, c'est vraiment que le choix du cultivar peut avoir un impact important là, sur la suite de l'aventure. Fait que dans le projet, justement, ça rejoint le titre du projet IRI8. On a comparé 8 variétés, puis ces variétés-là, pour les initiés, il y avait Columba, il y avait Elmo, il y avait Campagna, il y avait Calmia, Highland Recette, il y avait Pomerelle Recette, Ricky Recette et la recette Burbank, qui sont différentes variétés. Il y en a qui se destinent plus au marché de transformation, d'autres au marché de la table. Donc, on avait ces 8 variétés-là. Et je dirais aussi que, le projet, oui, s'est déroulé en 2019-2020. Il reste que, quand on parle de vulnérabilité au stress hydrique, c'est clair que, le sol va avoir un impact, la variété, on l'a entendu, j'allais dire on l'a vu, mais on l'a plus entendu, a un impact, mais la saison aussi a un impact, parce qu'il y a des saisons qui sont plus, où les précipitations sont plus au rendez-vous que d'autres. Mais dans ce cas-ci, 2019, je dirais que c'est l'année parmi les deux années où on a fait l'essai qui était plus propice au stress hydrique. Donc, on a observé des différences de rendement entre les variétés, ça oui, mais aussi entre les variétés qui étaient irriguées, donc celles qui étaient maintenues en confort hydrique et celles qui finalement ont subi un stress hydrique là, durant l'été. Pour ceux que ça pourrait intéresser, la différence de rendement, en tout cas, quand on fait des essais comme ça, puis dépendamment à quel moment le stress arrive, puis dépendamment de la variété, la différence de rendement peut être due à un nombre de tubercules différents et peut être due aussi à un poids moyen différent. Dans ce cas-ci, le stress est arrivé à un moment où le plant avait déjà fait son plein potentiel en termes de nombre de tubercules. Donc, le nombre de tubercules n'était pas différent. Il était différent d'un cultivar à l'autre, mais n'était pas différent là, d'un contexte irrigué ou non irrigué. Donc, c'est vraiment le poids moyen qui est venu faire une différence dans le rendement. Donc, dans ce cas-ci, les cultivars qui ont subi un stress hydrique, qui a eu un impact sur le rendement, finalement, ça a donné une pomme de terre qui était, qui était plus petite, si on veut. Donc, dans ce cas-ci, on avait une consigne d'irrigation qui n'était pas tirée d'un chapeau. On a déterminé cette consigne-là justement avec les différents équipements qu'Antoine nous a présentés tout à l'heure.
Il y a un petit peu de travail à faire au départ, pas en vitesse, là, mais on essaie de voir les conditions gagnantes pour être capable de voir à quel moment la culture subit une contrainte au prélèvement. Fait qu'avec ces outils-là, nous permettent d'une part d'identifier ce moment-là. Puis après ça, une fois qu'on a identifié ce qu'on appellerait une consigne d'intervention, ben on est capable de finalement, pour la gang des pommes de terre maintenues en confort hydrique, ben justement pour savoir quand est-ce déclencher l'irrigation. Donc, en fait, dans ce cas-ci, ça représente en quelque sorte le risque, à quel risque la culture était exposée en termes de, pour faire simple, on peut finalement déterminer le nombre de jours où les tubercules qui n'étaient pas irrigués ont subi une contrainte au prélèvement en eau. Après ça, la façon de mesurer, est-ce que ce stress-là a eu un impact sur le rendement, on a parlé tantôt la récolte dans ce cas-ci qui était manuelle. Au moins, on n'avait pas à les éplucher après. Mais, on a coupé pour vérifier les cœurs creux quand même. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Finalement, j'ai pas participé à toutes les étapes, finalement. Mais, mais c'est ça. Avec le rendement, on était capable de se prononcer sur finalement l'impact de ce stress-là. Donc, dans les 8 variétés que je vous ai nommées tantôt, vous seriez sûrement que vous vous rappelez déjà toutes, il y avait Elmo et Highland Recette qui, dans ce cas-ci, finalement, n'ont pas... qui étaient maintenant en confort hydrique ou non, il n'y a pas eu de différence de rendement. Fait que finalement, on peut même dire que toute l'eau qu'on a pris pour irriguer ces 2 cultivars-là, c'est pas traduit en rendement supérieur. Donc, on a gaspillé ces ressources-là pour ces 2 cultivars-là. Tandis que les 6 autres variétés, oui, il y a une différence de rendement qui était encore là différente selon le cultivar. Puis j'ajouterais qu'il faut comprendre que ces 8 variétés-là ont poussé dans le même contexte. Bon, un contexte irrigué puis non irrigué, mais je veux dire, c'était vraiment dans le même champ, dans le même type de sol, avec la même régie de producteurs. Donc, c'est pas... ils n'ont pas été... en fait, c'est pas le résultat de conditions qui étaient différentes, mais c'était vraiment un contexte qui était là, similaire. Plusieurs répétitions aussi, d'ailleurs. Oui, il y a des répétitions. C'est sûr que dans un contexte de recherche, c'est pas comme un... En fait, il y a plusieurs répétitions. C'est difficile à expliquer comme ça, mais pour ceux qui vont aller visiter notre rapport, tout est bien expliqué à ce niveau-là. Donc, j'ajouterais que, après avoir ajouté que justement c'était le même contexte pour toutes les variétés, il y a 2 variétés où on a eu soit qu'on peut dire on a une baisse de rendement de 25% en contexte de stress hydrique, où finalement c'est pas nécessairement une augmentation de rendement parce que l'irrigation n'augmente pas le rendement, c'est plus le stress hydrique qui le diminue. C'est juste que finalement, l'irrigation permet d'aller chercher le plein potentiel de rendement de la variété, à condition qu'il n'y ait pas d'autres facteurs contraignants, là, comme par exemple un problème de fertilisation, de mauvaises herbes. Pas de mauvaises herbes, oui, mais aussi de maladies. Mais dans ce cas-ci, Campagna et la Pomerelle Recette finalement, on a subi une perte de 25% de rendement. Et les autres variétés, c'est allé de 50% et même jusqu'à 60% de rendement qui était inférieur en situation de stress hydrique. C'est certain, comme Antoine l'a mentionné aussi au départ, là-dedans, il y a des variétés qui sont tardives, donc ils passent plus de temps au champ, fait que c'est sûr qu'ils ont plus les probabilités qu'ils rencontrent un stress hydrique est plus élevé qu'une variété qui serait récoltée plus hâtivement, mais il reste que on a mesuré là, un effet du stress hydrique. Donc, je dirais qu'avec ça, on a fait on a établi un certain classement qui fait entrer en jeu là, un risque de stress hydrique, parce que c'est beau, il peut y avoir un risque de stress hydrique parce qu'en fait, Elmo et Highland Recette, selon nos critères de déclenchement de l'irrigation, ont subi un stress hydrique, mais ce stress hydrique-là, c'est pas traduit en baisse de rendement. Fait que c'est sûr que c'est difficile à expliquer comme ça, mais il reste que quand je vous disais au départ qu'on voulait établir comme un classement du risque de stress hydrique, c'est sûr qu'il faut faire attention aussi parce que les conditions qu'on a mesurées en 2019, c'est pas exactement les conditions qu'ils vont avoir en 2024, en 2025, en 2026. Le moment où le stress hydrique se manifeste, ou aussi la fréquence ou la durée, va faire que l'impact va être différent. Fait que c'est pour ça que je disais qu'il faudrait faire d'autres projets comme ça, en faire dans différentes régions, mais chose certaine, ça appuie l'idée que je dirais que de s'intéresser à la variété ou le choix de la variété, c'est clair que ça peut avoir un impact là, sur la vulnérabilité au stress hydrique de l'entreprise. Puis je dirais que
ça sort un peu du projet, mais je dirais qu'une fois que les plantons sont en terre, ben on peut plus, ce choix-là, il est plus, je veux dire, ce choix-là, il est plus possible. On peut pas ressortir les tubercules du sol, mais il reste que, quand je parlais tantôt de stratégie d'irrigation ou de gestion raisonnée de l'irrigation, ben il reste que tout est pas, il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi. On parlait tantôt de consignes, c'est important l'irrigation, c'est pas parce qu'on est équipé pour irriguer qu'on irrigue, on va nécessairement irriguer. C'est important d'avoir une consigne pour dire, bon, ben OK, je vais déclencher mon système d'irrigation si c'est vraiment important de le déclencher. Puis même là, la variété vient un peu, je dirais, pas s'interposer, mais vient un peu la consigne va aussi prendre en considération le cultivar qu'on a là, en fait qu'on utilise pour le cultivar qu'on a en production, dépendamment là, de son niveau de risque, à condition qu'on ait là, ces connaissances-là. Donc, ça prend des outils d'aide à la décision une fois que la saison est commencée. Nous autres, on a parlé de centre TDR, mais pour un contexte de production commerciale, là, ça serait peut-être plus un tensiomètre là, qui serait adapté à ce type de production-là. Et je dirais que aussi, ce que ça peut amener un projet comme ça, ou les résultats d'un projet comme ça, c'est que, bon, de changer de variété, ça peut représenter un risque pour un producteur parce que, bon, il y a un marché visé par cette variété-là. Tantôt, je vous donnais un peu la famille de recettes. Souvent, les recettes sont plus pour le marché de la transformation, mais il reste que le producteur développe une expertise par rapport à la fertilisation, comment cette variété-là se comporte. Fait que de changer de variété, ça peut quand même, il y a des risques à ça, mais mais ce que je m'en allais avec ça, c'est que le producteur, généralement, il fait pas juste une variété. Fait que s'il fait 2, 3, 4 variétés, fait que s'il y a un petit peu plus d'informations sur la résistance ou la résistance au stress hydrique de ces variétés, ben peut-être qu'il peut se dire, bon, ben OK, cette variété-là est un petit peu plus sensible au stress hydrique, puis il reste que, bon, même si on disait que les producteurs de pommes de terre, généralement, c'est des sols légers, ben il reste que leurs sols sont pas tous pareils. Des fois, tu as des sols un petit peu plus lourds, des sols un petit peu plus sable avec un peu plus de laume, sable haumeux. Fait il peut y avoir quand on parlait de stratégie, ben ça peut être aussi une stratégie de dire, ben je vais prendre ma variété qui est un petit peu plus sensible, puis je vais la mettre dans le sol qui a une capacité de rétention d'eau qui est un petit peu plus élevée. Fait que comme ça, je répartis un peu mon risque. Fait que c'est quand même ce genre d'information-là qui peut être intéressante suite à des projets comme ça. Super, vraiment intéressant, Carl. Ça me donne moi-même le goût d'aller revisiter le rapport. D'ailleurs, parlant de ça, comment on fait, où on peut trouver ça, ce rapport-là? Parce que, bon, c'est un exercice pas évident que tu viens de faire, là, de tout nous décrire ça à l'audio. Là, fait qu'avoir un support visuel, ça peut être intéressant aussi pour nos auditeurs. Fait que, où on trouve ça, le rapport? Ben, j'inviterais les auditeurs à aller sur le site internet de l'IRDA. Fait qu'on www.irda.qc.ca. Parfait. Fait qu'on espère que vous allez aller visiter ça sur le site de l'IRDA. Donc maintenant, Carl, de quoi on va parler au prochain épisode? Dans le prochain épisode, Félix, on reçoit à nouveau Paul, qui est un membre de l'équipe, presque un membre fondateur, qui venait nous parler de son passage là, on pourrait comparer ça un peu aux Journées de Saint-Rémy, mais la version ontarienne qui a eu lieu en février dernier. Donc Paul avait participé en tant que conférencier là, à ces journées-là. Donc il va venir nous présenter, il va venir nous partager son expérience. Bon, ben hâte qu'il vienne nous raconter son voyage à Niagara Falls. Donc, merci d'avoir été là, puis à très bientôt pour un autre épisode. Ces travaux ont été réalisés grâce à une aide financière du programme Innovation agroalimentaire, un programme issu de l'accord Canada-Québec de mise en œuvre du partenariat canadien pour l'agriculture conclu entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et Agriculture et Agroalimentaire Canada. De plus, ce projet a reçu une aide financière du Consortium de recherche sur la pomme de terre du Québec, le CRPTQ, deuxième appel de projet. Nous voulons aussi remercier la Patate Lac-Saint-Jean, Pomme de terre Laurentienne, Québec Parmentier ainsi que la ferme Victorin Drolet. Sans oublier la participation des membres de l'équipe de Régie de l'eau et celle des ouvriers de l'IRDA et Michel Grenier pour les analyses statistiques. Enfin, nous voulons souligner la participation de Philippe-Antoine Taillon du MAPAC et de Daniel Bergeron.